Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Rencontre avec la mystérieuse Emmanuelle Bayamaktam, qui nous propulse au sein d'une secte de doux rêveurs appelée La 13e heure, qui donne son nom à son nouveau roman, publié chez POL. C'est surtout l'histoire d'un chagrin d'amour qui fracasse les personnages à des temporalités éloignées. Lenny, sorte de gourou qui cherche l'ascèse pour éviter la douleur, décide de se vouer à la beauté, à la poésie, comme seul purgatoire. Au programme, des personnages aux idées claires mais au cœur lourd qui se frayent un chemin dans une langue admirable. Emmanuelle Bayamaktam a été membre de la commission vie littéraire du Centre national du livre de 2019 à 2022. Bonjour Emmanuelle, peut-on dire que la 13e heure, c'est la 4e, la 5e et pourquoi pas la 6e dimension ? Alors là, je ne saurais pas dire ni raisonner en matière de dimension. La 13e heure, c'est aussi la première heure. C'est aussi pour moi, même si ça va paraître un peu tarabiscoté ce que je raconte, c'est la 13e syllabe de l'alexandrin, c'est-à-dire ce qui fait précisément qu'on n'est plus dans l'alexandrin, ni même dans la poésie. La 13e heure, pour moi, c'est l'infraction à la norme, c'est l'anomalie. La 13e heure, c'est une histoire d'amour ? Oui, complètement assumé. Il y a peut-être beaucoup plus de romance dans ce livre-ci que dans mes précédents. C'est une histoire d'amour, voire deux, voire trois. C'est surtout l'histoire d'un chagrin d'amour, le chagrin que Lenny, qui est un peu le personnage central du récit, le chagrin qu'il éprouve à être quitté par la femme de sa vie, alors même qu'ils viennent d'avoir un enfant tous les deux. C'est aussi le chagrin d'amour de cette femme, Inde, 16 ans plus tard, quand elle essaie de revenir dans la vie de Lenny et de Farah, leur fille, et qu'elle se casse le nez. Parce que finalement, leurs amours, leurs sentiments jouent à contre-temps. Donc oui, histoire d'amour, chagrin d'amour, résonance de ce thème aussi dans la poésie, c'est un roman assez lyrique et quand Lenny est quitté par Inde et qu'il est dévasté par le chagrin d'amour, il va trouver une forme de consolation chez des poètes qui en ont parlé avant lui, comme Aragon ou Éluard. Il est donc aussi question de poésie dans votre roman. Vous convoquez entre autres Nerval, Baudelaire et même Lovecraft. Pourquoi ? De plus en plus, je systématise ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que j'intègre dans ma phrase, dans mon texte, des citations, des références à d'autres que moi. Parce que de toute façon, je ne peux pas envisager d'écrire comme si rien n'avait été écrit avant. Et écrire, ça a toujours été pour moi... rendre hommage, c'est peut-être pas l'expression qui convient, mais une façon de m'inscrire dans une lignée et de dialoguer avec des auteurs, vivants ou morts, surtout morts d'ailleurs. Et pour ce livre-ci, c'est vrai que j'ai voulu mettre la poésie au centre du récit, mais il y a effectivement aussi des références à Dickens, à Lovecraft et aussi à la chanson française, à la chanson populaire ou à la variété, mais c'est quand même la poésie qui irradie un peu, qui est un peu le noyau, le feu central du roman. Le chagrin et la beauté sont des thèmes présents dans les extraits de poèmes que vous citez. Il y a une poésie de l'allégresse, il y a un lyrisme heureux, mais là ce qui m'intéressait c'était plutôt la poésie de l'abandon, de la déception, de la tristesse, du sentiment de trahison, du désespoir. Que provoque chez vous de tels poèmes ? Je ne peux pas dire que je lise quotidiennement de la poésie, mais j'en lis. J'en relis plutôt d'ailleurs, parce que j'en découvre plus beaucoup. Je m'intéresse moins à la poésie contemporaine qui pourtant est très active et il y a des choses très belles, qu'à la poésie, c'est la séquence lyrique qui s'ouvre un peu avec Hugo, qui se refermerait, on va dire avec Aragon, mais vraiment pour schématiser. Ce que j'éprouve, c'est ce que je fais éprouver à mon personnage Lenny, c'est-à-dire le sentiment d'une proximité, d'affinité, de familiarité avec ces poètes-là. Votre livre aborde l'intersexuation, notamment par le biais de Farah, née IPA. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Farah, qui est le personnage qui assume la narration de la première partie, c'est un personnage qui était déjà présent dans mon précédent roman Arcadie.
parce que je fais souvent ça. Moi, j'ai des personnages récurrents que je reprends de livre en livre, alors avec à chaque fois des petites variations. Farah dans Arcadie, elle était déjà intersexe, puisque c'est comme ça qu'on dit. Alors, l'intersexuation, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, et plus on s'y intéresse, plus on se rend compte que il faut dépasser le mythe de l'androgyne, de l'hermaphrodite, de l'individu qui aurait finalement les organes génitaux à la fois du mâle et de la femelle. Ça arrive, mais c'est rarissime. En revanche, si on commence à s'intéresser à l'intersexuation, on s'aperçoit qu'il y a un continuum et que rares sont les individus qui sont aux extrémités du spectre, c'est-à-dire qui sont pleinement mâles ou pleinement femelles. En réalité, la plupart des gens présentent des signes légers d'intersexuation, au sens où, par exemple, un garçon qui n'a pas de pomme d'Adam, c'est déjà une forme d'intersexuation. Une fille très poilue ou très musclée, c'est déjà une forme d'intersexuation. Très légère, hein. Tout ça pour dire qu'on aurait vraiment intérêt à raisonner en termes de continuum et de spectre, plutôt qu'en ces termes binaires qui nous aliènent et qui nous oppriment. Donc Farah, bon, c'est un petit peu plus singulier, puisqu'elle a une sensibilité partielle aux androgènes, donc elle a finalement un phénotype à peu près féminin, elle ressemble à une fille, mais elle a une formule chromosomique masculine. Cela dit, elle est élevée comme une fille et elle se sent plutôt fille. Ce qui m'intéresse, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'infraction à la norme, c'est l'anomalie, c'est la variation, c'est la dissidence. Et tous ces corps, attention, c'est pas une pathologie, hein, l'intersexuation, les gens vont très bien, c'est juste une variation. Et dès qu'il y a variation, dès qu'il y a infraction, dès qu'il y a dérogation aux règles et aux standards majoritaires, il me semble que ça permet de questionner précisément ces règles, ces standards, dont je pense qu'ils font souffrir tout le monde, mais évidemment, ils font davantage souffrir quand vous êtes du côté de l'infraction, de la marge, etc. Vous avez créé plusieurs personnages, plusieurs narrateurs dans votre roman. Sur le plan de la création littéraire, quelle liberté cela permet-il ? J'ai 3 personnages, mais j'ai le même dispositif, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est du récit à la première personne, du singulier et au présent de l'indicatif. L'avantage pour moi, c'est qu'à chaque fois, je pense que la lectrice, le lecteur, adhère finalement à ce qui est raconté. Il entre dans le prisme subjectif du récit. La première personne du singulier, je pense, crée de l'empathie entre la lectrice, le lecteur et le personnage. Et ça lui permet, je pense, de se tenir à l'intersection des 3 personnages, des 3 points de vue, des 3 récits. Comme moi-même, autrice, je me suis tenue à l'intersection des 3 personnages. Ça permet simplement de montrer à quel point on peut vivre les mêmes événements de façon différente. Ça permet de faire entendre des discours parfois contradictoires et de créer encore plus peut-être de polysémie et d'ambivalence. Pouvez-vous nous parler du personnage le plus sulfureux, Inde ? Inde, elle est d'abord parlée avant de parler elle-même, puisqu'elle intervient dans la première partie quand Farah rencontre pour la première fois sa mère. Elle intervient beaucoup dans la partie centrale, puisque Lénie raconte son histoire d'amour et l'échec de cette histoire d'amour avec la fameuse Inde. Et puis enfin, en troisième partie, je lui donne la parole et nous avons son récit. Alors c'est un personnage effectivement sulfureux, flamboyant. C'est un personnage de femme trans et algérienne, mais que je n'ai pas voulu réduire à cette identité de femme trans ou à cette identité de femme algérienne. J'espère qu'elle est bien autre chose. Et ça, le récit à la première personne du singulier, j'espère, permet de lui donner une épaisseur et une complexité psychologique. Et en même temps, comme le dit Lénie, elle émane tout droit de la poésie. Enfin, lui, en tout cas, la voit comme une espèce de fée baudelairienne ou de chimère nervalienne, même si, évidemment, elle récuserait ce mot de chimère qui, une fois de plus, renvoie la transidentité du côté du mythe et du phénomène de foire. Mais même si Inde récuserait ce mot, voilà, moi, j'ai pensé aux chimères de Nerval quand même. Et pour Lénie, il y a un lien entre cette femme et la beauté, la poésie, la religion. Enfin, pour lui, elle est du côté de la beauté. Alors, ce qui fait que quand elle prend la parole, il peut y avoir une espèce de rupture de registre parce qu'elle, justement, au contraire, elle est très prosaïque, comme elle le dit souvent, comme je le lui fais dire, elle est du côté de la survie, donc elle se coltine finalement des réalités très, très brutes et, je répète, très prosaïques. Par ailleurs, elle ne lit pas, elle n'aime pas spécialement la poésie. Son accès à la poésie, c'est la chanson. Donc il peut y avoir un effet de contraste entre la façon dont Lénie a rêvé Inde et la façon dont Inde se présente comme une fille un peu terre à terre, un peu matérialiste, un peu brute de décoffrage. Et qu'en est-il de Lénie, qui choisit une forme d'ascèse pour échapper à la douleur ?
Pour moi, Lenny, c'est un personnage extrêmement positif, c'est une espèce de saint et de héros, au sens où il n'est pas du tout égotiste, il est entièrement dévoué à l'église qu'il a créée, l'église de la 13e heure. Il est entièrement dévoué aussi, finalement, à une espèce de cause révolutionnaire, puisqu'il voudrait que les 13e, donc les adeptes de son église, renversent un peu la table et l'échiquier social, fassent régner plus de justice, et plus d'équité dans la société. Et effectivement, Lenny, c'est quelqu'un de très frugal, c'est quelqu'un qui mange peu, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la séduction, qui attache aucune importance aux vêtements, au paraître, aux apparences. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout vénal. Il pourrait avoir beaucoup d'argent, puisqu'il y a un personnage de riche mécène, Nelly, qui ne rêve que de l'entretenir. Mais lui n'est pas attaché aux objets, effectivement, il est dans une forme d'ascèse. Est-ce que c'est le remède à la douleur ? Je ne suis pas sûre. Lenny, c'est un personnage qu'on voit s'endurcir en fait, au cours du récit. Et là, pour le coup, je ne l'érige pas en modèle. Hein. Je pense qu'il vaut mieux ressentir des choses que se priver de les ressentir. Selon vous, Emmanuel, être 13e, c'est pouvoir accéder aux grands secrets, à la beauté, à l'amour pur. C'est une chimère où on peut tous y accéder. Alors, la 13e heure aussi est polysémique. Hein. Je cite Césaire dans le récit quand je parle quand je dis l'heure de nous-mêmes a sonné, hein, ça n'est pas de moi, c'est de Césaire. Et cette heure de nous-mêmes, ou cette 13e heure, pour moi, ce serait vraiment un moment de bascule révolutionnaire, mais dont je crains fort qu'il n'advienne jamais. Hein. Donc être 13e, c'est effectivement aspirer à des changements, à plus de beauté et à plus de poésie, mais on voit bien dans le récit que les 13e, les ouailles de Lenny, sont pas du tout prêts au changement, hein. Ce à quoi ils aspirent, et j'espère l'avoir montré, et j'espère qu'ils sont touchants dans cette aspiration, mais en même temps, ils sont aussi dans l'échec. Ce à quoi ils aspirent, c'est un peu de collectif, de consolation, ils viennent se réchauffer à l'énergie brûlante de Lenny, parce que eux, ils en manquent d'énergie précisément. Donc, être 13e dans le récit, on voit bien que c'est pas forcément avoir le couteau entre les dents et avoir tout compris au sens de la vie. Non. Les 13e, ce sont plutôt des gens un peu timorés, mais aux grandes dames de Lenny, hein, qui lui ne l'est pas. Mais je décris quand même une église qui échoue un peu dans ses aspirations. Il y a beaucoup d'humour dans votre livre. Une de mes prétentions, c'est d'écrire des romans satiriques, hein, d'être dans une forme de comédie humaine. Et donc, quand je montre les 13e qui font des séances de team building avec du chocolat, du vin, et tout ça finit très mal parce qu'ils se goinfrent et ils se saoulent, et évidemment que je suis dans la satire et que j'outre un peu le trait. Mais on écrit aussi avec ça, avec des motifs d'indignation, mais aussi des motifs d'amusement, les deux se combinant d'ailleurs parfois. Et j'espère que le livre est drôle en effet, parce qu'il raconte des choses terribles, mais s'il n'y a pas de temps en temps le contrepoint soit de la poésie, soit du rire, c'est pas du tout mon objectif. Emmanuel, vous sentez-vous mystique, illuminé ? Mystique, illuminé. Ce qui est sûr, c'est que je n'aimerais pas... Comment dire ? Il faut que dans la vie il y ait autre chose que le fric, la bouffe, le sexe, quand bien même on en tire de grandes joies, ou les carrières professionnelles. En tout cas, je suis heureuse que dans ma vie et depuis toujours, il y ait autre chose que la matière. Pour moi, ça passe par la littérature, par la peinture, par la musique, mais évidemment qu'il faut des vies un peu illuminées et une forme de mysticisme. Hein. Après, chacun le trouve où il veut, mais des vies bornées à la survie, et malheureusement il y en a beaucoup, hein, ou des vies qui se cantonneraient à vouloir consommer toujours plus, je trouve ça très déplorable. Selon vous, la création d'un langage, c'est la création d'une vérité ? Je ne suis pas sûre d'être arrivée à faire en sorte que chaque partie ait un langage propre, parce que malgré tout, ça reste ma langue. C'est-à-dire que, évidemment, que Farah, Lenny, puis Inde parlent à ma façon plus qu'à la leur, même si j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait quand même des différences d'une partie à l'autre.
Mais c'est plus dans les références invoquées par chaque personnage. Par exemple, Farah, qui ne lit que des romans et qui ne regarde que des séries, évidemment, elle va se référer davantage au romanesque, tandis que Lénie, ses références vont être du côté de la poésie et Ine, ses références vont être du côté de la chanson. Mais ce qui est sûr, c'est que la langue, pour moi, prime sur le récit, les péripéties et même sur le personnage. Là encore, plus j'avance, plus je l'assume, que si ma langue a une singularité, et j'espère bien qu'elle en a une, autrement à quoi bon écrire, c'est dans la façon dont j'hybride, dont je tresse, dont je mêle et dont j'intrique différents registres, différentes, je ne trouve pas le mot, mais enfin, la façon dont parfois le langage va être très cru, très trivial, très simple, parfois la langue va devenir acrobatique, syntaxiquement sophistiquée, etc. Je vais faire arriver du Nerval, du Proust, du Racine, mais ça va rester ma phrase quand même, de la même façon que mes personnages ne sont pas très situables sur le plan ethnique ou sur le plan du genre. J'aime que mon texte soit comme ça, saturé, métissé, de références extrêmement diverses, sans hiérarchie, puisqu'il va y avoir aussi bien du Serge Lama que du Musset. Et voilà, je pense que si singularité il y a, elle est dans cette bigarrure, dans cette impureté aussi, dans cette absence de hiérarchisation entre les références et les registres. Pouvez-vous nous parler du périple de Lénie dans le désert ? Alors, dans la mesure où la 13e heure est quand même imprégnée de références bibliques et évangéliques, même si, attention, c'est pas un catéchisme, je suis pas non plus en train de... je fais pas de prosélytisme, mais de fait, Lénie a fondé une église chrétienne, et du coup, le désert est très présent dans la Bible, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, et donc, il était important pour moi que le désert surgisse comme un lieu un peu fantasmatique, comme un lieu où peut se produire l'hallucination, on voit des buissons ardents, on se volatilise, il y a des mirages. Donc le désert, et pour le coup le désert algérien, est présent dans mon récit. Bon, l'Algérie est souvent présente dans mes récits d'une façon ou d'une autre, d'une façon souvent un peu fantasmatique ou liée à des souvenirs d'enfance. Et voilà, à la fin du récit, je ne vais pas dire comment, mais le désert surgit. Pas très bien dit. Comme un bussard, là. Mais voilà, le désert, c'est le lieu des mirages et des révélations et des hallucinations. Que diriez-vous aux futurs lecteurs de la 13e heure ? Ce que je voudrais dire aux lecteurs de la 13e heure, c'est ce que je voudrais dire aux lecteurs en général, aux lecteurs de fiction en particulier, c'est que de toute façon, il faut accepter, en tant que lectrice, en tant que lecteur, de se laisser happer, porter, parfois un peu bousculer par une narration, par une voix, par des personnages qui sont, je l'espère, en dehors des clichés. Mais ça vaut pour tous les livres. À quoi bon lire si c'est pour être brossé dans le sens du poil et conforté dans ses certitudes. Emmanuelle, quelle est la place de la chanson dans votre roman ? Alors j'ai vraiment voulu focaliser chacune des 3 parties du récit sur un genre différent. Donc c'est plutôt le roman pour la première partie, c'est complètement la poésie pour la deuxième, et la troisième est dévolue à la chanson, puisque Inde ne lit pas, en revanche écoute beaucoup de chansons. Alors son répertoire, c'est plutôt la chanson réaliste française, Piaf par exemple, ou Brel, mais aussi de la variété, donc Lama, Goldman, Sardou, Cabrel, et avec des incursions évidemment du côté du rail avec Khaled, ou du côté de la pop avec Michael Jackson. Et du coup, poésie et chanson se mêlent, mais poésie et chanson ont de toute façon partie liée depuis toujours. Ça donne des messes poétiques qui se finissent en karaoké, et puis ça fait aussi une troisième partie un peu structurée par les paroles de la vie en rose, ou de ne me quitte pas, ou de je vais t'aimer, ou encore et encore. Et ça aussi, je le fais de plus en plus maintenant, de faire intervenir dans mon texte, dans ma phrase, des citations de Rihanna ou de Dalida. Et là encore, j'espère que ça contribue à faire de ma langue et pas celle des autres. Emmanuelle Baya-Mactam, c'est parti pour la lecture. Dans quelques jours, je serai de retour en France et j'aurai quitté ma grand-mère pour toujours. Je ne reviendrai plus jamais en Algérie et je ne serai plus jamais heureuse comme ce jour-là, tandis que je barbotais avec Redouane et Anissa,
bercée à la fois par le cri des oiseaux et les voix de Mani et Basma, ravie par le tressage des palmes au-dessus de nos têtes, cette voûte verte, agitée, odorante. Si les trézénistes sont capables de recréer dans le désert un paradis comparable à celui-là, alors allons-y, fonçons, quittons la ville, gagnons le Sahara, le Tar, le Moyave, le Namib. Creusons le sol, fabriquons des canalisations, plantons des palmiers dattiers, des orangers, des bougainvillées, vivons sous des yourtes ou dans des xours, échappons aux particules fines et au glyphosate, mais aussi à la haine en ligne, qui me semble un fléau tout aussi polluant que les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Retranchons-nous du monde, qui ne veut pas de nous de toute façon. Car il est temps que tu le saches, si tu ne l'as pas déjà compris par toi-même, ce monde ne veut ni des femmes habites, ni des enfants intersexués. Note qu'il ne veut pas non plus de ces fous qui mélangent tout, ces Guinéens qui se rêvent en guerriers vikings, ces femmes qui se croient loups, ces mâles sigma qui se muent en prophètes et traînent tous les cœurs derrière eux. Le monde est straight, ma chérie, autant que tu t'y fasses. Ou plutôt non, ne t'y fais pas, et entre en dissidence comme ton père. Emmanuelle Bayamaktam a reçu le prix Médicis 2022 pour La 13e heure, publié aux éditions POL. Elle a également été récompensée par le prix Alexandre Vialat en 2013 pour son roman « Si tout n'a pas péri avec mon innocence » et le prix du Livre Inter en 2019 pour Arcadie, 2 ouvrages parus également chez POL.